je suis un peu perturbée. Nous achevons nos auditions de ce jour en recevant les représentants des chaînes de radio privées. J'accueille Monsieur Gaël Sanker, président de Énergie, Madame Caroline Vasseur, directrice des ressources humaines de Énergie Group. Bonjour à vous deux. Monsieur Frédéric Antelme, directeur délégué de Radio Nova, et Madame Rosen Kahl, directrice juridique du groupe Combat. Bonjour. Monsieur Karim Nedjari, directeur général de RMC Sport, et Monsieur Jules Neutre, directeur des ressources humaines de RMC et BFM. Bonjour à vous deux. Monsieur Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, et Madame Laetitia Galino, manager RH fiducial en charge des médias. Bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. En radio comme en télévision, les mécaniques pernicieuses sont à l'œuvre qui rendent possible la commission par certains de faits de violence, notamment sexistes et sexuels. Je crois que chacun des participants à cette table ronde a eu une affaire, ou a encore affaire à des accusations lourdes portées à l'encontre d'incarnations de la chaîne. Il nous importe donc de savoir quels moyens vous mettez en œuvre pour protéger vos salariés, ce qui est une obligation que vous avez en tant qu'employeur, mais aussi pour contribuer de façon plus générale à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles via vos antennes, votre programmation et vos relations avec votre partenaire économique, vos partenaires économiques. Il me semble qu'en tant que titulaire d'une autorisation d'émettre sur les fréquences hertziennes appartenant au domaine public, vous avez une responsabilité particulière en la matière. Mais je suis sûre que vous en avez évidemment conscience. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc, et selon un processus qui n'est pas habituel pour vous, à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à fermer votre micro pour que la personne d'à côté puisse le faire. Je vous remercie. Je le jure. 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 Je rappelle, ça n'a marché que trois micros. Je rappelle que ici les micros sont faits pour le monde politique et non pas pour les médias, de sorte qu'ils ne peuvent pas fonctionner à deux en même temps pour apaiser les débats. Vous constaterez tous les jours que ça fonctionne à merveille cette affaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez du coup éteindre tous vos micros ? Voilà, merci. Super, donc je vous laisse peut-être la parole pour un propos liminaire si vous le souhaitez, et ensuite on enchaînera avec les questions avec monsieur le rapporteur. Erwan Balanan, qui veut commencer ? Allez, monsieur Sanker. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui aux côtés de nos confrères dans le cadre de cette table ronde consacrée aux radios privées. La lutte contre les violences, en particulier la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, est un sujet qui interpelle tant notre responsabilité individuelle que collective en tant qu'entreprise et en tant qu'éditeur de médias. Je représente la radio Énergie, dont je suis le président, aux côtés de Madame Caroline Vasseur, directrice des ressources humaines du groupe Énergie. Énergie fait partie du groupe Énergie, groupe multimédia, qui en radio édite également les réseaux radiophoniques Nostalgie, Chérie FM et Rire et Chanson. En quelques mots, Énergie est une radio musicale de dimension nationale, avec également des antennes locales qui diffusent pour une partie du temps des programmes locaux spécifiques à la zone dans laquelle elles émettent. Les radios du groupe Énergie sont des radios du groupe musical, des radios musicales et de divertissement. Pour autant, Énergie et ses antennes locales diffusent également des flashs d'information. D'une manière générale, sur l'ensemble de nos antennes, et bien évidemment sur Énergie, nous avons à cœur de partager les valeurs qui sont celles de notre groupe et qui sont des valeurs résolument positives de cohésion et de partage. Dans le cadre de l'ensemble de nos programmes, nous nous efforçons de partager ces valeurs et de sensibiliser le public aux enjeux de cohésion sociale et d'égalité, en particulier l'égalité homme-femme. Consciente de notre influence, nous avons en effet à cœur de promouvoir les valeurs de non-discrimination, d'égalité, de lutte contre toutes les formes de violence, et notamment sexuelles et sexistes.
En conformité avec la délibération de l'ARCOM, entrée en vigueur le 1er mars 2015 sur l'égalité entre les femmes et les hommes, nous utilisons aussi régulièrement nos antennes comme plateforme pour sensibiliser le public à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Nous relayons les événements importants sur cette thématique et diffusons à cette occasion ces programmes particuliers consacrés à ces sujets, notamment au travers de nos flashs d'information tout au long de l'année. Éditeurs, nous sommes aussi employeurs et à ce titre, Énergie s'est engagée depuis plusieurs années dans des démarches visant à assurer un environnement de travail respectueux et inclusif. En premier lieu, nous sommes convaincus qu'une égalité réelle entre les hommes et les femmes permet de lutter contre les violences sexistes. Aussi, nous nous attachons une grande importance à l'égalité homme-femme et à la place de ces dernières qui sont dans le groupe Énergie intégrées jusqu'au plus haut niveau de sa gouvernance. Chaque année, l'index égalité femmes-hommes est également calculé et il était de 94 pour l'année 2023. L'engagement du groupe Énergie s'est matérialisé entre autres par la signature de la charte pour les femmes dans les médias dès 2019 en collaboration avec le ministère de la Culture et d'autres acteurs du secteur et par des accords collectifs centrés sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Par ailleurs, la promotion de l'égalité, la lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de harcèlement et de violence est au cœur de notre politique de ressources humaines que je laisserai Caroline Vasseur, directrice des ressources humaines du groupe, vous présenter. Nous avons en particulier mis en place depuis plusieurs années des dispositifs de prévention et d'alerte. Enfin, tous nos prestataires s'engagent dans le cadre de leur contrat commercial à respecter notre charte éthique au même titre que nos collaborateurs qui se voient remettre cette charte éthique lors de la conclusion de leur contrat de travail. Et nous sommes convaincus qu'une action coordonnée entre les entreprises, les institutions publiques et la société civile est essentielle pour répondre efficacement à cette problématique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission, merci de me donner l'opportunité de présenter les actions que Énergie, au sein du groupe Énergie, a pu mettre en place dans le cadre de sa politique RH pour lutter contre les violences psychologiques et sexuelles. En tant que média d'envergure nationale et qui s'adresse au plus grand nombre, comme l'a dit Gaëlle, nous avons pleinement conscience de notre responsabilité, non seulement envers nos collaborateurs, mais également envers l'ensemble de nos auditeurs. Notre engagement s'articule autour de plusieurs axes concrets que je développerai au fur et à mesure des questions que vous pourrez être amenés à nous poser, bien évidemment. Donc, en premier lieu, le dialogue social est un levier important de mise en œuvre des politiques de lutte contre les violences au travail. Nous négocions ainsi régulièrement des accords collectifs sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment, et la qualité de vie au travail. Le dernier accord a été conclu en 2022, il est toujours en vigueur et comprend des dispositions spécifiques concernant les violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les discriminations et le harcèlement. Je pourrais vous présenter en détail ces éléments lors de cette table ronde. Nous avons également mis en place plusieurs outils accessibles à tous les collaborateurs pour signaler les comportements inappropriés, et notamment une ligne d'écoute confidentielle, des référents harcèlement sexuel et un dispositif d'alerte professionnelle conformément à la loi Sapin 2. Nous sommes également convaincus que la formation des collaborateurs, et en particulier des managers, contribue à prévenir toutes les formes de violence et de harcèlement. Plusieurs modules, notamment de formation et de sensibilisation, ont ainsi été mis en place. De plus, conscient de ces enjeux, Énergie a lancé en 2022 son programme Women at Energy Group, qui a pour objectif de favoriser l'empowerment au féminin, de développer les talents féminins et de favoriser une plus grande féminisation des métiers dits techniques. Ainsi, lors de plusieurs sessions par an, nos collaborateurs et collaboratrices sont invités à participer ou même à assister à l'interview de femmes ayant un rôle prépondérant dans le monde des médias. Notre engagement sur le sujet est donc entier, tant vis-à-vis de nos collaborateurs, de nos prestataires que de nos éditeurs. Nous avons à cœur de poursuivre nos progrès dans cette lutte contre les violences et harcèlements et nous considérons ceci comme un réel enjeu pour notre société et sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je pensais que vous alliez le faire spontanément, c'est pour ça, excusez-moi. Merci beaucoup. Monsieur Antelme. Donc, bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission. Je suis ici pour représenter Radio Nova, qui est donc une radio iconique du paysage médiatique français. Née en 1980 dans l'esprit visionnaire de son fondateur, Jean-François Bizot, Radio Nova est une radio qui fait la part belle à la découverte musicale, à l'émergence de nouveaux courants et de nouveaux talents. Et nombreux sont les journalistes et les humoristes qui sont passés par cette radio mythique. La vision du fondateur de Radio Nova était centrée autour de la liberté d'expression et l'exposition de musique et de courants de pensée qui n'étaient pas exposés dans les médias traditionnels vieillissants
ou dans les autres médias naissants plus commerciaux. Radio Nova était la première à diffuser du rap en France. On avait été également les premiers pionniers dans la musique électronique ou encore la world music, qui font partie de l'ADN de la radio depuis sa création. Donc, depuis plus de 40 ans, Radio Nova reste une radio qui diffuse un mix assez unique et singulier dans le paysage médiatique français. On propose aussi en parallèle de la musique, des émissions parlées, donc la matinale de Radio Nova, Tu as vu l'heure, une émission d'accueil culture et musique, Le Score, le soir, une émission de musique alternative Nova Club qui expose là toujours toutes les musiques qui sortent et dans toute leur diversité, et une émission d'humour et de société le dimanche à 18h qui s'appelle La Dernière. Nous diffusons également des flashs d'information le matin qui nous permettent de traiter aussi de sujets de société, ainsi que des petites capsules où on revient tous les jours sur l'actualité, on va dire, de la société et des mouvements culturels qui s'y passent. Aujourd'hui, Radio Nova a à peu près à 31 fréquences, bientôt 32 avec une nouvelle fréquence à Toulouse l'année prochaine, réunit 564 000 auditeurs et réalise aujourd'hui à peu près 2 millions d'écoutes en digital tous les mois. Nous sommes une petite radio avec une dizaine de personnes en CDI et nous réalisons un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros par an. Et du coup, je prends la main, Madame Cal. Alors sur Radio Nova, donc on n'est pas une grosse structure. Sur Radio Nova, on n'est pas une grosse structure, mais on a essayé quand même de mettre en place certaines choses. On a la responsable des ressources humaines du groupe qui a suivi une formation spécifique en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Elle est la référente du groupe en la matière. On a aussi fait pas mal d'informations en termes d'affichage pour que les collaborateurs puissent faire remonter l'information. On a élaboré un process à destination des RH et de la direction pour savoir comment réagir si jamais il y a un signalement qui est remonté. Donc avec toute une procédure, comment recueillir la parole, comment mener des entretiens, comment gérer la relation de travail pendant l'enquête, que faire une fois que l'enquête est finie. Voilà à peu près les mesures qu'on a mises en place. Merci. Allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs et Mesdames les députés, en premier lieu, nous vous remercions pour les travaux indispensables de votre commission sur les violences, notamment sexistes et sexuelles, dans le domaine artistique et médiatique. Créée en 1943, RMC est une radio généraliste centrée sur l'information, le débat et le sport. Elle est une des filiales du groupe CMA-CGM détenu par M. Saadé. Chaque jour, près de 3 millions de Français écoutent RMC. Depuis mon arrivée dans ce groupe en mars 2021, j'ai fait de la question d'égalité entre les femmes et les hommes un de mes fondements, une de mes priorités. Dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes, celle-ci doit être respectée et concrétisée par des mesures fortes. Cette question est d'autant plus cruciale dans une radio populaire comme la nôtre qu'elle constitue, j'en suis persuadé, le fondement de toute démarche de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. La féminisation de l'antenne et de la rédaction est donc au cœur de ma démarche. En 2021, nous avons confié la matinale de RMC et de RMC Story en TNT sur le canal 23 à Apolline de Malherbe, qui remplaça Jean-Jacques Bourdin, une des figures historiques et un des fondateurs de RMC. Apolline de Malherbe est la seule femme à animer seule une matinale dans le paysage audiovisuel français. Elle est responsable de la tranche d'information de 6h à 9h, notamment du grand entretien politique codiffusé sur BFM. La même année, j'ai recruté Estelle Denis pour animer la tranche de 12h à 15h pour nourrir les débats de société où la vie quotidienne des Français et des Françaises est centrale. En 2024, j'ai confié à Anaïs Castagna, autre journaliste de talent, la responsabilité des matinales du week-end. Le week-end également, les tranches exposées de l'après-midi sont animées par Flora Moussi ou Marina Lorenzo. Le grand magazine du dimanche soir est lui dirigé par Marion Bartoli dans une émission éponyme, le Bartoli Time. En rédaction en chef de l'information, Marine Machefer a été chargée ces 3 dernières années de prendre la direction éditoriale de la matinale et aujourd'hui elle prend la direction éditoriale des chaînes de BFM Région. Elle va être remplacée par Aurélia Manoli du lundi au vendredi et par Margot Bourdin le week-end. Dans mon esprit, il est important que les postes de la hiérarchie soient sur la même ligne d'égalité femmes-hommes, même s'il me reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais il est aussi essentiel que la jeune génération féminine puisse accéder aux rédactions. Conscient des enjeux spécifiques dans le domaine du sport, RMC a été un des premiers médias à signer en 2023 la charte pour l'égalité femmes-hommes dans les rédactions sportives, un secteur où la parité reste un vrai défi. Dans notre groupe, nous avons adopté une démarche et une approche volontariste en réservant la bourse RMC exclusivement aux étudiantes, en créant un comité de suivi et en instaurant la parité dans nos recrutements.
Après un an, ce plan commence à porter ses fruits, mais cette action s'inscrit dans le temps long, tant les freins sont nombreux. Notre engagement ne peut pas s'arrêter là. Face aux violences sexistes et sexuelles, en tant qu'employeur, il nous incombe de garantir un environnement de travail respectueux et sûr. En tant que médias, nous avons également, je le crois, un devoir d'influencer positivement le débat public et de mettre en lumière cette problématique majeure et d'en faire un véritable sujet de société. Pour cela, nous adoptons une approche globale à 360 degrés. Concernant l'éditorial, RMC traite régulièrement la question des violences sexistes et sexuelles à l'antenne dans le but de sensibiliser tous ses auditeurs. La station s'appuie souvent sur l'actualité pour aborder ces thèmes lors des événements tels que la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes ou la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, mais aussi à travers des faits marquants. Par exemple, Marion Dubreuil, notre reporter spécialisée dans les affaires police-justice et dessinatrice judiciaire, a couvert de bout en bout le procès des viols de Mazan. Grâce à ses récits sur notre radio et ses illustrations sur nos réseaux sociaux, Marion Dubreuil a offert une approche pertinente de cette affaire qui a touché les Français et le monde entier. RMC invite également des experts sur son antenne, comme Élise Goldfarb, militante féministe participant à l'émission d'Estelle Midi, afin d'approfondir ces questions et de nourrir les réflexions. Emmanuelle Dancourt, présidente de MeToo Média, est aussi une des chroniqueuses régulières d'Estelle Midi. Concernant les intervenants à l'antenne, en tant que directeur général d'un média de grande écoute, je veille à ce que toutes les personnes intervenant à l'antenne respectent strictement les lois de la République. La liberté d'opinion n'autorise pas tout. Vous m'interrogez également sur la manière dont nous réagissons lorsqu'une personne travaillant en RMC est mise en cause dans une affaire de violence sexiste et sexuelle. Il est important de distinguer deux situations, les propos condamnables à l'antenne et les paroles et agissements répréhensibles tenus en dehors. Depuis mon arrivée à la tête des RMC, aidé par l'action déterminée de Jules Neutre à mes côtés, qui est directeur des ressources humaines, nous avons mis en place une politique de tolérance zéro. Nous n'hésitons pas à prendre des mesures fortes et adaptées. Pour ce qui est des propos tenus à l'antenne, nous agissons rapidement. Des situations aboutissent à des rappels à l'ordre, voire à des suppressions temporaires d'antenne. Ces suspensions peuvent même devenir définitives. Concernant ces agissements, nous ne pourrons pas ignorer que le contexte médiatique et social qui entoure ces affaires, mais nous ne pourrons pas nous substituer à la justice. C'est pourquoi nous avons instauré des procédures claires et protectrices. Chaque situation est examinée avec la plus grande attention, au cas par cas, en tenant compte des droits à la victime, de ceux de la personne mise en cause, mais aussi de la préservation de notre antenne et de nos auditeurs. Je tiens à souligner qu'il n'existe pas de règle générale en la matière. Chaque affaire requiert une analyse impartiale et une décision de prise de conscience et responsabilité. Notre engagement est toujours d'agir avec rigueur et équité. Concernant la responsabilité de l'employeur, je vais vous laisser maintenant la parole à Jules, qui va nous détailler les différentes procédures que nous avons mises en place en interne. Merci, Monsieur Neutre, pour 5 minutes, pas plus. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. En tant qu'employeur, notre obligation première est de prendre les mesures nécessaires pour protéger et assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Le Code du travail dispose également que nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Chez RMC et BFM, notre règlement intérieur intègre donc des dispositions claires sur ces sujets et nous avons récemment renouvelé un accord sur l'égalité professionnelle, renforçant nos engagements. Ce nouvel accord va au-delà des exigences légales. Plus de référents harcèlement, des formations spécifiques pour nos managers, des actions de sensibilisation destinées à notre personnel et un soutien renforcé pour les victimes, y compris lorsque l'un ou l'une de nos salariés est victime, à titre personnel, de violences conjugales. Nous sommes également signataires de la charte pour les femmes dans les médias relative au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes, et le groupe est membre du collectif Stop au sexisme ordinaire, qui constitue la première initiative inter-entreprise ayant pour objectif de lutter contre le sexisme dit ordinaire au travail. Notre action ne se limite pas à ces obligations et pourrait se résumer en 3 mots: prévenir, agir et accompagner. D'abord, prévenir, en misant sur l'information et la sensibilisation. Cela inclut des formations spécifiques pour nos salariés et nos managers, la mise à disposition de ressources accessibles à tous, ainsi que des campagnes de prévention en interne, comme celle qui s'est déroulée à l'automne-hiver 2023 contre le sexisme et le harcèlement, comprenant des conférences, des e-learning ou encore une grande campagne d'affichage sur l'ensemble de notre campus. Agir ensuite. Lorsque des cas surviennent, nous avons mis en place des dispositifs clairs et efficaces. Plusieurs moyens et canaux permettent à nos salariés de signaler toute forme de violence, et notamment les faits d'agissements sexistes et de harcèlement. Ils peuvent s'adresser à leur manager, aux ressources humaines, aux référents harcèlement, ou via une plateforme d'alerte garantissant l'anonymat le plus total. Chaque signalement est traité rapidement et avec le plus grand sérieux. Une enquête interne,
avec l'aide ou non d'un prestataire externe, est immédiatement diligentée et la direction générale est amenée à prendre par la suite des mesures fortes sur la base de ces conclusions. Accompagner enfin, parce que ces situations ont des impacts profonds, nous avons développé des dispositifs d'aide concrets pour soutenir nos collaborateurs. Une hotline est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des permanences psychologiques sont organisées sur site chaque semaine et des accompagnements individuels en cabinet extérieur peuvent être proposés. Un comité de vigilance assure par ailleurs un suivi rigoureux des situations. En conclusion, en tant qu'employeur, nous avons une responsabilité essentielle, prévenir les risques, agir avec fermeté et accompagner ceux qui en ont besoin. Merci, Monsieur Roger. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, donc Sud Radio est une radio de catégorie E qui est donc à une convention avec l'ARCOM et qui respecte tout ce qui vient d'être dit en fait tout à l'heure. À Sud Radio, nous mettons la bienveillance au cœur de nos relations humaines dans une structure à taille humaine qui est assez petite. Sud Radio est une petite qui a tout d'une grande, mais elle reste très petite en termes d'effectifs. Un mot quand même sur ce que nous développons à l'antenne. Nous voulons être une radio de proximité. Parlant directement au territoire pour éviter toute rupture justement entre les décideurs et l'échelon central et les citoyens sur le terrain. C'est pour ça que nous nous considérons comme la radio du dernier kilomètre aujourd'hui, qui est assez essentiel, avec ce slogan du parlons vrai qui se décline sous différentes formes, notamment autour des questions d'engagement liées aux violences sexuelles et puis d'une façon générale, plus générale en fait, à l'ensemble de la bienveillance dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années déjà, nous avons beaucoup d'émissions et d'interventions sur ce thème. Sur les violences plus précisément, nous avons la force de l'engagement avec Muriel Réus, qui a une émission hebdomadaire chaque week-end, qui est la cofondatrice de MeToo Média et le présidente de l'association Femmes Avec. Nous avons Regard de Femmes avec Michel Vianès, également chaque week-end, et qui intervient à la demande également, ainsi que beaucoup d'autres émissions portées par des femmes. Moi, j'ai beaucoup insisté en arrivant sur cette antenne pour qu'on ait une mixité à la fois hommes-femmes, mais mixité également dans les générations. C'est pour ça que des personnes très jeunes côtoient des personnes un peu plus âgées. Et je pense que de cette alchimie naît en fait une relation assez saine au sein de cette radio. Donc on a Destin de femmes avec Judith Belair qui justement s'intéresse beaucoup à des parcours en fait de femmes qui ont lutté à la fois contre le sexisme, les violences sexuelles et l'ensemble en fait des problématiques. On a développé toutes ces émissions. En termes d'organisation, je le disais, donc la bienveillance. Alors pour cela, on a privilégié un dialogue direct et convivial avec les collaborateurs entre eux et avec la direction. Nous sommes en circuit court directement. Une communication transversale, horizontale, avec l'idée d'un sens de l'écoute. Une référente également qui est là en permanence avec les équipes et avec la direction. Même si la direction a la porte ouverte en permanence. Moi, tout au long de ma carrière, j'ai défendu en fait cette idée qu'il devait y avoir un dialogue direct avec l'ensemble des collaborateurs et ne pas avoir trop de silos si on voulait avoir des informations qui remontent. Nous avons une ambiance de travail assez équilibrée et transparente. Et à ce sujet, et pour aller en fait dans ce sens, nous avons déménagé il y a maintenant 1 an. Et le souhait, lors de l'aménagement dans les nouveaux locaux, c'était de favoriser cette communication horizontale. C'est-à-dire qu'il y a une répartition équilibrée entre les pôles centraux, que sont en fait les studios, et l'ensemble en fait des équipes, avec des espaces semi-fermés, semi-ouverts, en permanence des bureaux. On connaît tous évidemment les open space, mais là il y a quelques bureaux qui sont un petit peu plus discrets et tranquilles, mais qui doivent rester en fait quand même visibles de tous. Et on a beaucoup insisté, parce que je pense que c'est assez essentiel pour que personne ne se sente à un moment donné isolé au sein en fait, d'une entreprise, d'un média. On y a beaucoup travaillé, ça a été une priorité. Il a fallu refaire, je le dis, mais pour l'anecdote, redessiner les plans aux architectes qui n'avaient pas compris, qui voulaient mettre les choses d'un côté. Je leur ai dit avec la référente RH, j'ai dit non,
on va revoir en fait les choses. Aujourd'hui, dans les entreprises, les choses ont changé. Il y a 30 ans, 40 ans, peut-être que l'on pouvait dessiner en fait des entreprises de cette manière, mais aujourd'hui, ça participe, je pense, de cette communication et des relations humaines au sein en fait des entreprises. Voilà, la partie RH avec Laetitia. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose, madame Et alors, il faut que vous éteigniez votre micro, monsieur Roger, pour la laisser. Voilà, laissez votre... Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, moi, je peux ajouter que j'interviens auprès et j'accompagne Sud Radio sur une mission RH. Je suis rattachée à la holding fiduciale, puisque Sud Radio fait partie du groupe fiducial. Et dans ma mission, en fait, j'ai un travail à la fois qui est de mettre en place tous les outils en termes de législation, information, prévention, référente en cas de harcèlement, et aussi une mission de management RH de proximité avec ma collègue qui est ici présente, puisque c'est ce que nous favorisons dans le dialogue avec les collaborateurs par rapport à cette radio qui est une petite radio, comme l'a dit Patrick Roger, parmi les grandes, et qui favorise une culture collaborative, horizontale, avec un dialogue permanent. Donc au-delà des textes et de tout ce que mes collègues ont dit par rapport à ce que l'on peut mettre en place sur l'information sur les textes, sur le document unique d'évaluation des risques que nous avons fait pour évaluer les situations à risque et mettre en place un travail préventif sur l'ensemble de ces éléments-là. Il y a aussi pour moi, et j'ai un peu d'émotion à le dire, ce rapport que l'on a dans le quotidien avec les collaborateurs qui peuvent vous appeler, qu'ils vous connaissent, qu'on leur serre la main et qu'on puisse identifier des personnes qui sont dans la difficulté. Parce que c'est en connaissant les gens, c'est en les rencontrant qu'on peut parfois se dire il y a quelque chose qui se passe. Et je suis particulièrement sensible à tout ça. Je vous remercie beaucoup tous et toutes pour ces propos liminaires. Là, nous allons passer aux questions. Est-ce que tu veux commencer? Donc, Erwan Balanant, rapporteur de cette commission. Oui, vous avez décrit en partie un certain nombre des questions que j'avais à vous poser. Juste, vos salariés, ils sont dans quel accord collectif la radio? C'est parce qu'on a vu vous êtes les premiers sur radio, donc première radio. Comment fonctionne votre secteur d'activité radio par radio? Est-ce que vous avez beaucoup d'accords de coproduction ou de production extérieure? C'est-à-dire, est-ce que vous produisez essentiellement tout en interne, comme le fait par exemple Radio France, ou est-ce que vous avez des productions extérieures qui travaillent avec vous? C'est une première question, parce que c'est pas le même rapport tout à fait de subordination et de responsabilité. Qui souhaite répondre? Ah bah là, non, il faut lever la main. Alors, monsieur Nedjari, ok. Oui, pareil, chez Radio Nova, toutes les productions sont internes. Alors, dans le groupe Énergie, nous avons à la fois des salariés et aussi nous faisons appel très régulièrement à des productions externes, à des prestataires externes qui viennent produire leurs émissions dans nos locaux. Monsieur Roger? Et nous, à Sud Radio, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont beaucoup de collaborateurs externes et beaucoup de productions avec des prestataires extérieurs. Et par ailleurs, il y a la convention collective avec les journalistes et la convention collective de la radiodiffusion. En fait, nous sommes signataires. Bon, on va commencer un peu à aller dans le dur. Alors, je vais commencer par Radio Nova. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous avez, en mars 2019, il y avait l'animateur Yacine Bellatar qui a été mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral dans le cadre professionnel, ce qui a conduit la radio à le mettre en retrait de l'antenne le 29 mars 2019.
Cependant, il a été réintégré dès le 23 avril 2019, donc en fait, il y a eu à peine un mois de mise à l'écart. Pourriez-vous expliquer les raisons qui ont motivé sa mise en retrait, puis sa réintégration à l'antenne ? Et en septembre 2023, je rappelle qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des menaces de mort visant des personnalités du monde du spectacle. Donc depuis, comment vous faites ? Et est-ce que vous avez utilisé cette affaire pour mettre en place des dispositifs à l'intérieur de votre structure ? Alors, pour ce cas particulier, j'ai pas forcément d'informations sur ce qui s'est passé à l'époque, parce que comme Frédéric et moi, nous sommes arrivés récemment. Effectivement, il a été mis en retrait pendant un certain temps, mais ça ne concernait pas forcément des faits qui avaient lieu chez Radio Nova. Je sais que ça a donné lieu à un échange avec les salariés. Il y a eu une réunion qui a été faite avec l'ensemble des collaborateurs sur ce point, et lors de laquelle il a été rappelé à l'ensemble des collaborateurs l'attachement de la société à ce que chaque salarié puisse se sentir libre de faire remonter tout manquement ou tout fait inconfortable entre salariés ou avec la direction. Voilà, c'est sur ce qui a été fait à l'époque, c'est tout ce que je peux vous dire. Monsieur Antelme ? Pas beaucoup à ajouter, parce qu'effectivement, on n'était pas allé à l'époque et on était parti sur des faits plus récents. Mais effectivement, ce que disait Rosen, c'est que ça a été suivi de manière très précise, et on a pu échanger et par la suite mettre en place un certain nombre de choses. Mais je ne sais pas beaucoup plus. Désolé. Oui. Pour ajouter, il y avait eu, moi j'ai retrouvé un procès-verbal de réunion de délégués du personnel où ce sujet avait été évoqué, parce que les délégués du personnel en avaient parlé. Et aussi à cette occasion, il avait été rappelé l'importance de signaler tout fait. Ok. Alors justement, il y a d'autres faits qui sont rapportés par la presse, par Mediapart en 2024 sur Édouard Baird. Donc il y a 3 femmes, une hôtesse d'accueil, une stagiaire, une journaliste qui ont travaillé à Radio Nova et qui ont témoigné de faits de harcèlement de la part de cet animateur. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là, puisque là il est plus récent, il date d'il y a un an, oui. Même pas. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là et quel dispositif avez-vous mis en place ? Alors d'abord, je pense qu'on peut repréciser que effectivement les faits datent d'il y a plus longtemps que l'article dont vous parlez. Effectivement, donc en fait au cours des 5 dernières années, à cette époque-là, il n'y avait eu aucun signalement qui avait été remonté en interne, ni à la direction, ni à la RH. On a remonté tous les ordres du jour des CSE de Radio Nova des 10 dernières années, et on n'a pas trouvé de traces de sollicitation auprès des RH, ni de manière formelle ou informelle. En revanche, effectivement, nous avons appris donc en mai dernier par voie de presse, c'était une enquête effectivement conjointe par les journalistes de Mediapart et de Chic appartenant au groupe Combat, dont nous faisons également partie. Mais ça n'empêche que nous, effectivement, on l'a appris par voie de presse, qu'effectivement, il y a plus de 6 ans, un ancien collaborateur de Radio Nova aurait pu avoir des comportements répréhensibles à l'encontre des collaboratrices de Radio Nova. Donc ces agissements auraient été susceptibles d'avoir été signalés à la direction et à la RH à l'époque, mais comme je vous le disais, en fait, nous, on n'en trouve pas trace. Alors, en plus, on n'a jamais vraiment su s'il y avait eu un dépôt de plainte. L'article cité nous dit que non, donc on en prend acte. Mais d'après les informations que j'ai, la journaliste du groupe Combat qui a écrit l'article n'a jamais révélé ses sources, et par conséquent, la direction actuelle, en l'occurrence moi et d'autres, ne sait pas qui étaient les personnes visées. On n'a jamais vraiment pu savoir ça. Donc ça, c'est les faits. Après, ça n'empêche qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises dans la radio. Oui, donc les mesures qui ont été prises en amont, parce que moi je suis arrivée en fin 2021, et notamment la responsable RH qui est arrivée en même temps que moi a suivi la formation et la référente, mais ça n'a pas de rapport avec cette affaire en fait. On avait essayé de mettre en place des choses sur le sujet, mais voilà, qui n'étaient pas liées à un signalement particulier, parce que sur les 5 dernières années, nous on n'a eu aucun signalement sur ce sujet. Ok, monsieur le rapporteur. Moi, c'est une question pour Énergie sur un chanteur qui a gagné un prix d'une émission de TF1 et il y a eu un certain nombre de plaintes.
il a remporté le prix de l'artiste masculin francophone. Et vous étiez, tout le monde était, enfin, il y avait déjà une mise au courant de plaintes pour harcèlement sexuel qui avaient été déposées par un technicien lors les faits se sont déroulés lors d'une de ces tournées. Vous avez maintenu la décision de lui rendre son prix dans l'émission de remise des prix du Energy Music Awards. Est-ce que vous est-ce que vous étiez déjà au courant des faits? Je crois que temporellement, oui. Et pourquoi avez-vous pris la décision de garder cet artiste à l'antenne dans cette émission? Monsieur Sanquer, et si tu peux fermer ton micro, merci. Alors c'est un sujet compliqué. Ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre. Les artistes diffusés sur nos antennes ne sont pas nos collaborateurs, ne sont pas présents dans nos locaux, nous n'avons pas de lien contractuel avec eux. Lorsque c'est le contenu d'une œuvre qui pose problème, notamment lorsqu'il contient des propos sexistes ou incitant la violence ou contrevenant à la loi d'une manière ou d'une autre, nous nous référons à la législation et les artistes sont mis à l'écart. En revanche, si le problème n'est pas lié à l'œuvre mais à la personne même de l'artiste qui fait l'objet de plaintes pour des faits commis en dehors de tout lien avec Energy, il est compliqué pour nous de prendre des décisions hâtives sur la base uniquement d'articles de presse. Et pour le sujet auquel vous faites référence, effectivement, il y a eu un article dans la presse 2 jours avant la cérémonie. Il n'empêche que nous sommes attentifs dans ces cas-là à l'évolution de la situation. La question, on sait que ça peut arriver. Est-ce que il faut aller très vite dans ces moments-là? Vous l'avez dit, c'est 2 jours avant sur des accusations. Parfois, il y a des accusations sans même dépôt de plainte. Est-ce que vous imaginez un protocole et est-ce que vous imaginez quelque chose qui serait d'une décision groupée, collective, que vous pourriez avoir l'ensemble des acteurs, de vous dire quand on a un doute, on ne va pas mettre en visibilité quelqu'un sur lequel il y a un doute. Ça ne veut pas dire qu'on l'accuse, ça ne veut pas dire qu'on lui empêche de faire son métier. Vous vous dites tous et toutes collectivement, sur ce type de cas, on décide de ne pas le mettre à l'antenne, de ne pas le programmer ou de le déprogrammer. C'est pas facile, hein. Nous, c'est des questions qu'on se pose, mais est-ce que vous avez déjà eu cette réflexion d'une sorte de protocole commun entre les différentes radios ou télé, enfin différents médias? En l'occurrence, non, puisque c'était la première fois que ce cas se présentait. Et j'aurais tendance à dire qu'on s'en remet aux décisions de justice. Et qu'en l'occurrence, là, il n'y avait aucune décision de justice pour le cas dont on parle aujourd'hui. Là, en plus, pour que ça soit bien clair, il n'y a aucune relation contractuelle. C'est que vous remettez un prix. Et donc, c'est plutôt complexe. Mais on sait, puisqu'on a fait l'audition des Molières, où ils se sont dit que s'ils avaient un doute ou sur certaines affaires, les personnes qui seraient nominées, si j'ai bien compris, ne monteraient pas sur scène. C'est ce qu'ils ont décidé. Est-ce que vous auriez pu imaginer, et la décision est compliquée dans un monde de spectacle et dans un monde qui est aussi un monde d'affaires, de se dire qu'il aurait pu recevoir ce prix, parce que je ne sais pas comment est nommé ce prix, je crois que c'est un prix avec des publics en plus, voilà. Donc, mais sauf que vous décidiez de pas le mettre en visibilité, juste de prendre acte qu'il a gagné ce prix. Encore une fois, sans décision de justice, c'est une décision très compliquée à prendre. Censurer un artiste sur la base uniquement d'articles de presse, c'est une décision très compliquée à prendre.
Après, là, dans le cadre de cet artiste, c'était quand même sur des techniciens et techniciennes, donc c'est ça qui est difficile, puisque du coup, ça concerne le collectif de travail qui organise la remise des prix. Moi, je voudrais revenir sur deux affaires pour énergie où vous avez géré les choses de manière très différente et j'aimerais comprendre pourquoi et comment vous avez géré ces choses différemment. D'un côté, l'animateur Sébastien Coé qui est retiré de l'antenne suite à des accusations de viol. Donc là, vous avez retiré de l'antenne. Les accusations de viol, a priori, portaient plutôt sur la sphère en dehors du travail, à ma connaissance. Et il vous a demandé d'ailleurs une indemnisation pour avoir perdu cette antenne et vous avez gagné lors du procès en appel à la Cour de Paris. Bon. Donc ça, retrait de l'antenne, c'est clair, vous le licenciez d'une certaine manière et il demande des dommages et intérêts, la justice est de votre côté, il n'y a pas tellement d'ambiguïté. En 2024, Libération révèle comment la direction de Énergie a été plus conciliante sur les comportements manifestement de l'animateur Manu Lévy. Alors là, c'est des anciens salariés qui témoignent de l'impunité, donc je cite les termes, laissés par la direction du groupe. Suite à cette affaire, avez-vous revu votre politique de prévention et de traitement des VHS? Parce que là, en fait, là, c'est sur le lieu de travail, c'est un animateur. Donc, et vous l'avez laissé à l'antenne. Donc, en fait, d'un côté, il y a Coé que vous sortez de l'antenne. Là, vous ne le sortez pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé ces deux décisions ? Alors, effectivement, nous avons eu à faire face à deux affaires radicalement différentes. Au cours des 5 dernières années, il y a eu effectivement, sur l'antenne énergie, une seule alerte qui concernait des salariés, qui concernait la matinale de énergie. Dans le détail, les faits et situations remontées par un représentant du personnel en juin 2023 concernaient la saison 2022-2023 uniquement sur l'émission de la matinale, sur une situation présentée comme pouvant s'apparenter à du harcèlement moral. Ils ont fait l'objet d'un traitement selon les procédures internes de l'entreprise. Ainsi, lorsque nous avons eu connaissance de l'alerte en juin 2023, une enquête interne a été organisée conjointement avec le CSE et s'est déroulée donc sur le mois de juin 2023. Finalement, le rapport et les conclusions qui ont découlé ont été considérés comme inexploitables par le CSE lui-même, après la découverte de faits contraires à l'éthique. Un audit indépendant a alors été diligenté à la suite d'un CSE le 9 janvier 2024 sur une décision commune entre la direction et le CSE. Cet audit dédié à l'environnement de travail au sein de la matinale, respectueux des règles éthiques et du principe de contradiction, a été mis en place en juin 2024. L'ensemble des salariés et prestataires ayant participé aux saisons 2022-2023 et 2023-2024, soit 21 personnes, ont été invitées à participer à cet audit. À la lecture de l'audit et des témoignages recueillis pendant cette nouvelle enquête, la direction a considéré qu'il n'y avait pas eu de situation de harcèlement moral. Nous avons ainsi affaire dans ce dossier à une situation de mésentente qui a surgi au sein de l'équipe de l'émission après 13 ans d'antenne sans incident particulier. Nous n'avons par ailleurs eu aucune autre alerte ni aucun autre incident depuis 2023 et l'audit réalisé sur la matinale en juin 2024 a fait ressortir que les collaborateurs travaillaient sur la saison 2023-2024, exerçaient leurs fonctions dans un climat professionnel exigeant mais serein selon leur propre dire. Les actions suivantes ont été menées. Un rappel a été fait à l'ensemble des prestataires travaillant sur la matinale sur le respect des règles relatives à l'éthique. Une formation prévenir le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes a été organisée pour l'ensemble de l'équipe de la matinale à l'automne 2023 et dans le cadre d'une réunion de rentrée en août 2023 en présence d'un élu, de la DRH et de la direction des antennes. Un rappel a été fait sur l'organisation et la préparation de l'émission et sur le droit notamment à la déconnexion. Entre-temps, les salariés auteurs de signalements effectués ont saisi la justice sur la base de la première enquête et ont quitté l'entreprise, soit parce que leur contrat prenait fin, soit parce qu'ils ont souhaité une rupture conventionnelle. Et les instances judiciaires sont d'ailleurs toujours en cours. S'agissant de Coé, c'est une histoire très différente. Nous avons été confrontés en novembre 2023 à la révélation de plaintes pénales concernant des faits allégués de violences sexuelles à l'encontre de l'animateur Sébastien Coé, qui produisait et animait pour Énergie une émission de divertissement
diffusée en direct l'après-midi. Dès le mois de novembre 2023, une décision de suspension temporaire de l'émission de Coé a été prise d'un commun accord. Cette décision était guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui devrait prévaloir face à des démarches judiciaires, en l'occurrence des plaintes portant sur des accusations graves à l'encontre de Sébastien Coé, qui lui-même les contestait publiquement, le tout avec un retentissement médiatique et une émotion considérable. Il convient de préciser que cette émission diffusée dans nos studios était produite par la société de Sébastien Coé avec ses propres équipes dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Nous avons, dès le mois de novembre 2023, fait réaliser une enquête par un expert extérieur afin de nous assurer qu'aucun salarié du groupe n'avait fait l'objet de comportements déplacés. Aucun signalement n'a été porté à notre connaissance à cette occasion. Et comme vous l'avez dit, le tribunal de commerce de Paris a jugé le 7 mai 2024 que le contrat qui unissait Énergie à la société de production de Coé était devenu bien caduc en raison de la disparition de plusieurs de ces éléments essentiels. Et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 novembre 2024. Okay. Donc dans le cas, nous avions affaire avec Coé à des plaintes pénales multiples sur des faits graves. Dans le deuxième cas, nous avions affaire, après 13 ans d'antenne, sans incident particulier, à une situation née d'une mésentente au sein de l'équipe de l'émission. Est-ce que vous pourriez me préciser si Énergie a bien été condamnée par le Conseil des prud'hommes de Paris à verser 310 000 € à d'anciens co-animateurs de la matinale pour des faits de harcèlement moral? Non. Les faits de harcèlement moral... c'est quoi cette condamnation? Alors, c'est... Oui, si tu as les éléments. Je vais intervenir sur cette partie-là, effectivement. Donc, pour vous préciser et être vraiment concis sur les audiences qui ont eu lieu devant le Conseil des prud'hommes sur ces dossiers-là, il y avait 5 affaires qui étaient soumises au Conseil des prud'hommes. Et le Conseil des prud'hommes, sur ces 5 affaires, a débouté une des collaboratrices. Sur la deuxième affaire, c'était une contestation d'avertissement pour lequel le Conseil des prud'hommes a donné droit aux collaborateurs. Nous avons fait appel de cette décision. Donc il nous reste 3 affaires. Effectivement, ça concerne 3 collaborateurs, ou ex-collaborateurs plutôt, de la matinale. Et ça relate les faits que Gaël vous a précisé tout à l'heure, pour lesquels nous avons fait une enquête en juin 23 et un audit en juin 24. Et le Conseil des prud'hommes a conclu à l'absence de harcèlement moral dans ces 3 affaires. Sur le harcèlement moral, nous avons été condamnés pour 2 de ces affaires-là sur la requalification de CDDU en CDI. Donc, qui emporte, effectivement, c'est pour ça que, attention, effectivement, à l'article de presse, nous n'y avons pas répondu parce que ce n'est pas notre objet, mais sur 2 de ces affaires, nous avons été condamnés sur des faits indemnitaires, requalification, rappel de salaire, etc. Et également, et pour être plus précis, sur des faits indemnitaires liés au fait qu'il y avait une mésentente au sein de l'équipe qui avait nécessairement une influence sur les collaborateurs. Mais pour une partie très minime. Sur la 3e affaire, c'était un dossier différent où nous avons fait appel, effectivement, à la lecture du jugement. Nous n'avons pas compris si c'était de harcèlement moral ou pas qui a été emporté à l'encontre d'Énergie, mais en tout cas, nous avons fait appel sur cette affaire-là. Merci. Monsieur le rapporteur. C'est une question générale pour chacun d'entre vous. Vous avez des animateurs qui peuvent avoir un statut... on peut dire le mot de star, qui ont un statut de notoriété, qui ont un statut qui permet ou qui ne permettent pas d'être des rôles modèles pour les gens qui écoutent, pour la société. Est-ce que vous avez une réflexion et des accords contractuels avec eux, c'est-à-dire sur les contrats qui vous lient à eux, sur évidemment les faits qui peuvent se passer à l'intérieur de l'entreprise, mais sur des faits qui pourraient être extra-professionnels? Et est-ce qu'ils ont dans leur contrat des clauses qui sont des clauses qu'on pourrait parler éthiques, voire morales, même si je préfère le terme d'éthique, qui vous lie, des clauses qui seraient nouvelles, qui vous lient à eux par rapport à l'expérience collective que vous avez eue sur des personnes qui, une fois devenues stars, peuvent parfois se permettre des choses qui ne sont pas qui sont même pénalement répréhensibles, et surtout qui peuvent avoir des impacts très forts sur la notoriété et sur vos marques. Donc, est-ce que vous avez une réflexion sur les contrats et quelles sont les possibilités d'ailleurs aussi contractuelles que vous avez comme quelles sont les marges de manœuvre contractuelles sur ces clauses?
Alors, s'agissant d'énergie, les contrats conclus par Énergie avec l'ensemble de ses partenaires et prestataires renvoient à la charte d'éthique de Energy Group et en exigent le respect. Les contrats d'antenne comportent également l'obligation pour l'animateur et son équipe de respecter la réglementation en vigueur, en particulier de veiller au respect de la dignité humaine, l'égalité entre les hommes et les femmes, la protection de l'enfance, de l'adolescence, etc. À s'interdire tout propos injurieux, diffamatoire, raciste, sexiste, homophobe, choquant, conformément aux obligations légales de Énergie et aux conventions passées avec l'ARCOM. Ça, c'est dans le cadre professionnel. Mais est-ce que vous avez la possibilité juridique, sans que ce soit des clauses léonines, de l'élargir à la sphère extra-professionnelle? C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes une personne publique, vous avez une vie professionnelle, mais vous avez une vie extra-professionnelle qui peut emporter des conséquences sur votre vie, sur la vie et sur un collectif ou pour un groupe. Et est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui, juridiquement, de mettre des clauses qui, par exemple, permettraient à ces personnes d'être licenciées pour faute grave sur des propos qui ne sont pas dans le cadre professionnel? Est-ce qu'en réalité, vous pouvez vous protéger des turpitudes de certaines de vos stars? Voilà, la question, elle est assez simple. D'ailleurs, est-ce que ce serait complètement légal? Est-ce que le législateur l'a prévu? C'est aussi une question que je pose parce que tout d'un coup, j'ai une interrogation sur ce sujet. Alors effectivement, vous avez répondu dans votre question, en fait, finalement. Nous avons mis en place effectivement des clauses éthiques, mais qui sont liées au contrat effectivement de prestation. Est-ce que le prestataire, ou star, comme vous l'avez nommé tout à l'heure, peut fournir comme prestation pour notre société? Aller au-delà de ça, c'est compliqué juridiquement. Ce que nous avons également fait, c'est dans ces contrats, nous rappelons nos règlements intérieurs, etc. etc. Mais on peut difficilement aller au-delà de ce qui se passe au sein de l'antenne et au sein de la relation professionnelle que nous avons. Je pense que de toute façon, même si on le mettait, je vais un petit peu au-delà, je ne suis absolument pas sûre qu'on puisse s'en prévaloir, en fait. C'est ça. Je pose la question parce qu'on sait qu'on ne peut pas assurer le risque pénal. Enfin, vous ne pouvez pas assurer ce risque. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'assurance. Mais pour vous, avoir un animateur vedette qui fait un crime ou un délit hors de la vie professionnelle, ça peut avoir des conséquences. Des conséquences sur ne serait-ce que la notoriété d'une émission. Une émission, elle peut disparaître parce que l'animateur a fauté. Donc, est-ce que c'est une réflexion que vous avez, c'est-à-dire de vous dire comment on protège ça et comment on protège aussi le collectif? Parce que là, je parle évidemment des aspects financiers, mais ça peut avoir des conséquences terribles aussi pour des équipes, de savoir que, par exemple, ils ont travaillé avec quelqu'un, je cite un exemple qui n'existe pas, hein, j'invente quelqu'un qui a violé sa compagne et sa maîtresse, et donc ça peut avoir des conséquences pour une équipe aussi au niveau professionnel. Et comme vous avez des obligations de protection de vos salariés, comment vous gérez cette question? Parce qu'on est dans des domaines particuliers, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est que parfois vous avez des stars, des stars qui ont des statuts ou qui prennent des pouvoirs, qui prennent le pouvoir parfois qui sont supérieurs au pouvoir que simple de la vie de tous les jours, c'est-à-dire du fait de leur starification, ils s'arrogent un pouvoir qu'ils n'ont pas parfois. Starification. Qui a des stars chez lui? Tous, hein. Qui souhaite répondre? Monsieur Roger. Non, mais c'est assez difficile parce qu'évidemment, vous l'avez très bien dit, c'est lié en fait à l'ensemble du droit du travail. Néanmoins, il y a une vraie réflexion depuis des années en fait de l'ensemble en fait des médias qui est associée un peu à ce qu'on appelle les troubles associés en fait et l'image. Et l'image, évidemment, est sur le média. Et bien sûr, alors nous, on fonctionne avec des prestataires, donc ce n'est pas un contrat salarié en tant que tel, bien souvent avec ceux que vous pouvez appeler des stars. Et dans ces conditions, on peut y ajouter, évidemment, quelques clauses, quoi, en termes, en fait, d'image, d'impact par rapport aux médias.
Mais c'est extrêmement délicat par rapport au droit du travail. Donc en fait, c'est un contrat de prestataire que vous avez. Oui. C'est pas des vacations qui. Non. D'accord. En tout cas, concernant des personnalités, quoi. D'accord. Ouais, des personnalités. Ça peut être des salariés aussi, parfois. Alors, ça peut être des salariés, bien sûr, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais nous, c'est pas notre organisation. Dans une vie antérieure, que ce soit à France Inter, que ce soit à BFM ou à Europe 1, là où je suis passé, certains étaient salariés, d'autres étaient prestataires. Oui, bien sûr. Qui souhaite répondre? Oui, Madame Cal. Nous, dans nos contrats, on a beaucoup de contrats de CDDU en fait avec nos animateurs. C'est compliqué vis-à-vis du droit du travail de mettre une clause. On pourrait la mettre pour faire peur ou pour alerter, mais après, juridiquement, devant un tribunal, je pense qu'elle ne s'appliquerait pas. Donc, ça serait difficile de justifier un licenciement sur ce point-là, en fait. L'ensemble du contrat. Moi, j'ai une question parce que dans plusieurs affaires, il est apparu que les dangers encourus étaient pour le public, en fait. C'est-à-dire des personnes dans le public. C'est le cas, je ne vais pas citer les noms, mais vous les avez tous en tête, de personnes qui venaient admirer ou écouter une émission soit de télé, soit de radio. Et en fait, c'est depuis le public que les faits ont eu lieu. Enfin, c'est pas depuis le public que les faits ont eu lieu. C'est l'animateur vedette repérer quelqu'un dans le public et entamer une relation de discussion la plupart du temps avec cette personne et ça finissait en agression sexuelle. En tous les cas, dans les témoignages qui sont parus dans la presse. Est-ce que vous avez des dispositions particulières? Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez tous et toutes des publics présents, mais pour ceux qui en ont, est-ce que vous avez une charte éthique? Est-ce que vous avez quelque chose qui règle ces comportements-là? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, de manière très forte, vous interdisez à vos animateurs d'entrer, même en relation, avec les personnes du public, en dehors de juste l'après-émission, comme ça, devant tout le monde, et où là, il n'y a pas tellement de danger, quoi. Alors nous, on a effectivement de manière hebdomadaire une émission en public, en direct de l'Européen. Alors on n'a pas de charte en place. Nous avons un système de service d'ordre. Enfin, on essaye d'organiser le mieux possible l'accueil du public. En revanche, il est très compliqué aujourd'hui pour nous de limiter, en tout cas d'interdire le contact, puisque, enfin, en tout cas l'échange entre des personnalités qui justement incarnent une certaine proximité avec leurs auditeurs, voilà, les gens viennent les voir, il y a quand même un système proche. En revanche, ça mérite réflexion de savoir comment est-ce qu'on peut l'organiser pour éviter toute dérive, mais effectivement aujourd'hui, apparaître très vigilant et faire en sorte que toute la partie, on va dire, backstage, en tout cas dans les coulisses, soit le plus fermé possible. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore en place de système précis. Oui, j'entends la difficulté, hein. C'est une vraie difficulté, mais comme il y a plusieurs affaires qui traitent de ça, j'imagine que c'est aussi un lieu finalement de mise en danger, de pouvoir assister certaines fois à des émissions. Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse? Non, RMC, il n'y a pas de... On n'a pas d'émission publique, Madame la Présidente. Oui, c'est ça. Et Énergie, vous en avez? Plus maintenant. Non. Monsieur le rapporteur. J'ai toujours plein de questions. Aujourd'hui, sur le cadre du droit du travail, est-ce que vous auriez des réflexions à apporter sur les protections sur le cadre légal, en réalité, le droit positif du Code du travail? Est-ce que vous voyez pour vos secteurs des choses qui pourraient être améliorées? Est-ce que, par exemple, vous trouvez que la nécessité de faire une enquête, est-ce que l'enquête est suffisamment encadrée avec des prérequis qui sont satisfaisants? Parce qu'en réalité, rien n'est cadré. On doit faire une enquête, mais ce n'est pas dit comment, ni pourquoi, ni de quelle manière, ni avec qui. Est-ce que sur ces sujets-là, vous pensez que ça pourrait être amélioré? Et d'une manière générale sur le droit et sur les éventuelles améliorations, est-ce que vous voyez des angles morts que l'on pourrait traiter? Alors je vous vois dodeliner de la tête, ça veut peut-être dire qu'il y en a beaucoup et donc on est prêt à... Nous on est là aussi pour ça.
l'arsenal législatif est déjà extrêmement élevé en fait. Après, il faut bien évidemment l'appliquer au sein de la société. Je pense que le sujet est plutôt là, et là, le législateur peut difficilement intervenir au sein de l'entreprise. Vous posiez la question des enquêtes. C'est un outil extrêmement intéressant, extrêmement utile. Il faut l'encadrer. Donc le dialogue social avec les IRP est fondamental. Je sais qu'au sein d'Énergie, on l'a encadré depuis 2014 et on l'améliore au fur et à mesure du temps en fait, des enquêtes qui peuvent se faire pour différentes raisons. Puisque tout s'améliore au fur et à mesure. Et avec l'expérience, on sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les enquêtes, je pense que le principal, l'élément principal, c'est que l'enquête doit être paritaire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir et un membre de la direction des ressources humaines, ou plusieurs, et des membres, des représentants du personnel. Ça, c'est l'évidence même, en tout cas pour que ça fonctionne bien. Et il faut arriver effectivement à l'issue, à avoir un plan d'action et des conclusions qui soient également paritaires. Je pense que la question de la parité de l'enquête est fondamentale. À défaut, l'enquête, de toute façon, sera unilatérale et on aura des difficultés par ailleurs. Donc l'enquête est vraiment très bien. Effectivement, elle n'est pas extrêmement encadrée par la loi, mais dans les entreprises, voilà, je pense qu'avec un dialogue social fourni, ça suffit largement à pouvoir faire avancer les choses et on le fait avancer au fur et à mesure. Je pense que c'est suffisamment étoffé en tout cas. Je peux juste compléter. Oui. C'est vrai que l'enquête interne, c'est pas forcément facile à faire. Je pense qu'il y a un élément sur lequel les entreprises peuvent progresser. C'est ce qu'on a fait, nous, côté RMC. C'est vraiment former les personnes qui sont amenées à mener une enquête interne. Et les accompagner avec toute une documentation qui irait avec. C'est ce qu'on a. Nous, on a un kit de process sur l'enquête interne, dédié aux responsables ressources humaines. Après, je partage ce qu'a dit ma consoeur. Évidemment, les enquêtes paritaires, avec les référents notamment élus du CSE, je pense que c'est important. Mais je pense que là où on peut progresser, c'est vraiment l'accompagnement, la formation des RH notamment, qui sont amenés à mener ces enquêtes internes. Ok, est-ce que... Bon, alors je vais poser une question qui je le pose parce que moi je suis à son antenne demain matin, donc ça ne... La vie... Bonjour. Non, je vais la poser. Donc alors, est-ce que c'était une enquête interne? Est-ce que vous avez procédé à une enquête interne avant l'éviction de Jean-Jacques Bourdin de l'antenne de RMC? Et même question en fait pour Sud Radio en miroir, puisque du coup vous l'avez recruté. Pour répondre pour RMC, oui en effet, on a lancé immédiatement une enquête interne. Au vu du caractère très médiatique, on a décidé de la confier à un prestataire externe qui a mené l'enquête interne de A à Z. Donc ce n'est pas nos collaborateurs, nos RH qui ont mené l'enquête, mais un prestataire complètement extérieur. Alors pour répondre à votre question, Madame la Présidente, je pense que c'est sur l'engagement ensuite de Jean-Jacques Bourdin. Les discussions n'ont eu lieu que lorsque les conclusions de la justice ont été effectivement rendues. Et moi, j'ai voulu voir les conclusions du procureur. J'ai vu les conclusions du procureur. J'ai demandé également certaines informations parce que je savais qu'il y avait une enquête en interne qui avait été menée. Et puis, je connaissais en fait un certain nombre de collaboratrices et collaborateurs. Et ensuite, nous avons passé quand même, vous parliez en fait tout à l'heure de clauses. On a passé un pacte. D'une part, avant le recrutement et la décision, après des discussions, et donc cette décision rendue, il y a eu une discussion en interne, RH, avec les collaboratrices directes également, pour en parler avant. Et puis ensuite, il y a eu un pacte que nous avons passé. S'il y avait des faits ou une suspicion avérée en interne ou en externe, la collaboration s'arrêterait en fait immédiatement. Et il y a eu un travail qui a été mené en fait d'échange en permanence pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Et donc ça a nécessité en fait quand même une réflexion et ensuite à la fois également dans l'engagement et puis le travail avec les échanges avec les collaborateurs, collaboratrices. Oui.
Ce pacte dont vous nous parlez, il a aucun fondement juridique. C'est un pacte de gré à gré, une discussion, j'allais dire entre hommes, c'est peut-être pas très à propos, mais entre des personnes qui décident non pas de contractualiser, mais de poser des conditions. Pourquoi je pose la question juste finie? Parce que si c'est sur des bases légales, ça nous intéresse de voir comment vous avez pu... C'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure, comme nous procédons avec ce statut de prestataire, il est évident que c'est plus simple qu'avec un statut de salarié. Et là, il peut y avoir une rupture et nous pouvons mettre effectivement un certain nombre de conditions et de clauses. Quoi. Et c'était un choix de votre part en raison de cela? C'était un choix de votre part en raison de cela, ou c'est tout le temps, ou c'est un peu tout le temps comme ça? Globalement, en fait, c'est comme ça et de plus en plus répandu. Oui, bien sûr. Ok, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'a pas abordé et que vous voudriez aborder ici? Je vous propose du coup qu'on en arrête là l'audition. Merci beaucoup pour cette audition. Je rappelle que s'il y a des choses qui vous reviennent ou qu'on n'aurait pas abordées et qui vous semblent importantes, ou des événements même qui arrivent entre maintenant et la fin de cette commission d'enquête, eh bien, vous pouvez nous faire parvenir des documents écrits ou vos remarques par écrit. On en tiendra compte, Et si nous avons des questions complémentaires, eh bien, nous permettrons peut-être de vous réinviter ici à venir parler. Si nous avons des compléments, nous pouvons aussi vous demander par écrit, vous envoyer des questionnaires complémentaires par écrit. La commission d'enquête se termine en avril et donc